Ce jeudi 5 mars 2015, c'est à la mairie du 16e arrondissement de Paris que la diaspora libanaise Overseas organise la première des 8 conférences sur l'identité libanaise. Le thème, les Phéniciens et l'ouverture au monde, mythe ou réalité. Plus de 150 personnes étaient présentes et c'est Claude Goasguen, député et maire du 16e arrondissement, puis Naoum Abirached, président de la DLO, qui ouvre la conférence. Alors écoutez, d'abord je suis très heureux d'être là et dans le 16e arrondissement, je sais tout ce que vous apportez à cet arrondissement. C'est donc un vrai plaisir pour toutes ces raisons d'être là et je vous remercie. Et sachez en tout cas qu'en toute hypothèse, vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous, à la mairie du 16e. Et vous y êtes bien, parce que je suis bien avec vous. Voilà. Nous avons décidé, la DLO, d'organiser ce cycle de conférences sur l'identité libanaise pour que les jeunes nés à l'étranger aient connaissance de leurs racines. Ce rappel du passé devrait nous convaincre de la grandeur de notre patrie qui, depuis des millénaires, n'a œuvré que pour enrichir l'humanité et renforcer la communication pacifique entre les peuples. Notre devoir est de laisser un pays stable pour les générations futures. Et c'est pendant la dernière conférence que nous allons vous proposer des recommandations et des solutions à ces problèmes. Je vous en supplie, il faut avoir foi en la pérennité de notre patrie, quels que soient les problèmes de la région. Merci à tous d'être là. On démarre. Pour commencer cette conférence, nous accueillons une personnalité prestigieuse, Madame Maha Chalabi. Je crois que c'est une mission impossible de pouvoir, vous devez deviner, de résumer en quelques minutes l'histoire de la ville phénicienne qu'est Tyr, cette histoire qui est le miroir de l'histoire de toutes les grandes cités phéniciennes, mais avec, pour Tyr, une teinte de grandeur spécifique à la mer de Carthage. Tyr est en effet un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité. Pas une ville au monde n'a été chantée, racontée, citée par les écrivains de l'Antiquité autant que Tyr. Mais je voudrais développer 5 différents aspects de l'histoire de notre cité. Tyr dans la légende, Tyr cité des bâtisseurs, Tyr mère de la mondialisation pacifique, Tyr et ses reliques, et état actuel avec nos projets d'avenir. Dans l'Antiquité, les Phéniciens ne s'étaient jamais trahis quant à leur origine et l'origine de leur ville. Ils s'étaient toujours appelés eux-mêmes Cananéens, même à Carthage, 12 siècles après sa fondation. Ils affirmaient qu'ils appartenaient à cette terre cananéenne dès l'aube du temps. Le roi Hiram de Tyr envoie à Salomon une délégation dirigée par son grand architecte Hiram Abi. Le temple de Jérusalem fut ainsi construit, à l'instar du temple de Melkar de Tyr, suivant les normes correspondant aux besoins des rites et des cérémonies pratiquées par les Phéniciens, temple constitué de 3 parties, l'avant-cour, la cour des sacrifices et le saint des saints. La splendeur de ce temple fut décrite en détail dans les textes bibliques, mais aussi dans les écrits des historiens Dios, Méandre et Flavius Joseph. D'après ces mêmes sources, Hiram et les Phéniciens de Tyr sont présentés comme de grands bâtisseurs. Leur ville a toujours été dotée de grands temples et de puissantes murailles qui ne fléchiront que sous l'assaut mené durant plus de 6 mois par Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. Notre ville avait à l'époque aussi 6 étages. Une des forces de Tyr était aussi la créativité de ces fameux artisans. Maîtres verriers, potiers, orfèvres, tisseurs, sculpteurs de pierre et de bronze, spécialistes de la teinture pourpre décrite par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, Strabon, le géographe grec qui se rendit dans plusieurs cités antiques de la côte libanaise, décrivait l'habileté de leurs artisans spécialisés, je cite, « Ils sont doués d'après la tradition pour les beaux-arts ».
L'invention du verre qui, selon Pline, reposerait sur un événement fortuit. Il rapporte qu'un navire phénicien transportant du nitre destiné à la fabrication du savon fit escale à proximité d'une plage déserte au sud de Tyr. Les marins descendirent sur le rivage pour chauffer leur repas. Ne trouvant pas de pierre pour fabriquer un foyer sur lequel placer les récipients contenant leurs aliments, ils les remplaçaient par quelques blocs de nitre. Quelle ne fut pas leur surprise de constater que le nitre, sous l'action du feu, fondait, se mélangeait au sable et donnait une nouvelle matière qui, en se refroidissant, devenant translucide et dure. Le premier morceau de verre venait d'être fabriqué. Si Tyr a connu à travers les siècles des périodes d'indépendance et de prospérité, et autant de périodes d'occupation et de misère, il n'en reste pas moins vrai que cette ville, fondée par les Phéniciens il y a plus de 5000 ans, possède à l'heure actuelle un immense potentiel culturel, archéologique, historique et touristique qui pourrait profiter au développement économique de tout le Liban, à condition, bien entendu, d'exploiter ce potentiel et de le mettre au service de l'intérêt général. C'est la campagne UNESCO pour Tyr que notre association a obtenue en 1984 qui aurait pu répondre à toutes ces attentes. Les deux sites archéologiques qui font la fierté de Tyr et du Liban sont quasiment à l'abandon. À part quelques opérations de nettoyage, rien n'est fait pour les développer et les promouvoir. Tout cela est loin de nous faire baisser les bras. L'Association internationale pour la sauvegarde de Tyr a mis plus d'un projet sur les rails pour l'avenir. Un des projets qui est déjà entamé depuis 2009, c'est la Ligue des cités cananéennes, phéniciennes et puniques qui exprime le dialogue entre les cultures des deux rives de la Méditerranée, a été officialisé au siège de l'UNESCO à Paris. Cette ligue regroupe des villes héritières d'un même passé et partage une culture et un ensemble de valeurs communes. Elle se veut un organisme de dialogue et de paix, porteur d'un message exemplaire de tolérance. 55 municipalités ont affirmé à ce jour leur engagement à promouvoir une coopération efficace basée sur le partage des compétences, des savoir-faire, des expériences pour un développement durable. Un autre projet important est engagé, c'est l'Institut de recherche sur les civilisations cananéennes, phéniciennes et puniques qui vient d'être inauguré à Beyrouth le 28 novembre passé. Sa mission est de mener des recherches sur notre civilisation encore méconnue et de promouvoir la richesse de notre patrimoine grâce à la publication d'une revue semestrielle et la création d'un musée virtuel phénicien. Pour conclure, nous sommes conscients que nos objectifs sont très ambitieux et que le chemin sera rempli d'embûches de tout genre, mais nous avons la foi et la bonne volonté, nous croyons en l'avenir. Malraux disait « Toute civilisation a besoin de se reconnaître dans un certain nombre de reflets. » La civilisation de Tyr est 1000 fois teinte par l'histoire. Nous allons maintenant avancer vers une question plus historique, des questions plus historiques sur les Phéniciens avec Madame Jimmy Dakash, qui est chercheur au CNRS à l'UMR 8167. Et je voudrais parler des cités-États phéniciennes, leur organisation étatique et leur politique régionale. Avant de vous parler des cités-États phéniciennes du premier millénaire, il faut quand même que je vous fasse un petit historique sur la région levantine du deuxième millénaire. Je n'irai pas jusqu'au troisième millénaire, mais juste deuxième millénaire et la deuxième moitié du deuxième millénaire. Et toutes les dates que je donne, ça sera avant Jésus-Christ.
La documentation épigraphique sémitique fournit des éléments qui permettent d'élucider le contexte politique de la région levantine depuis l'âge du bronze, notamment au bronze récent, donc 1550-1200, pendant lequel les petits royaumes se trouvaient constamment sous la domination d'autres plus puissants. Dans ces rapports de réciprocité, l'autonomie des clients était très limitée. Donc, j'utiliserai les termes client et patron, et les clients sont ceux qui sont dominés, c'est-à-dire les vassaux, et les patrons sont les suzerains, donc les grandes puissances. Bien que se chargeant des affaires publiques au sein de leur royaume, ils pouvaient difficilement, sans l'accord de leur patron, exercer d'activités relevant des relations diplomatiques. Au cours de la première moitié du bronze récent, donc 15e, 14e siècle, deux grandes puissances se disputaient le Levant. D'un côté l'Égypte, de l'autre le Mitanni, dont le territoire s'étalait sur le sud-est de la Turquie ainsi qu'une partie de la Syrie et de l'Irak. Le Mitanni contrôle les villes septentrionales et l'Égypte celle du sud. Durant la seconde moitié du bronze récent, 1400-1200, les royaumes du sud étant toujours assujettis à l'Égypte, bien qu'elle ait perdu quelques-uns, les villes situées au nord passent sous domination hittite. Le territoire de l'empire hittite couvrait la Turquie et le nord de la Syrie. Par exemple, le royaume d'Ougarit-Ras-Shamra, sur la côte syrienne, était dominé par l'empire hittite et celui de Byblos et les autres villes de la côte libanaise étaient sous domination égyptienne. Le roi giblite Rib-Hadda, qui a régné au XIVe siècle, agit en client fidèle à son seigneur Amenhotep IV, comme en témoigne une importante correspondance qu'il a entretenue avec ce souverain égyptien. En effet, les lettres trouvées à Tall Amarna en Égypte, rédigées en akkadien sur des tablettes en argile, étaient envoyées par plusieurs royaumes levantins, dont Ougarit, qui d'ailleurs utilisait une écriture cunéiforme alphabétique, Beyrouth, Sidon et Tyr et Byblos, bien sûr. Les lettres envoyées par Rib-Hadda, le roi de Byblos, montrent qu'il a su tirer profit de cette situation, notamment lors des menaces venant du royaume d'Amurru, situé au nord de Byblos. En fait, c'est entre Ougarit et Byblos, ce royaume-là, et qui périclitait son trône. En ce qui concerne Beyrouth, Sidon et Tyr, ces pays entretenaient également un rapport patron-client avec l'Égypte. Je suis Yahaumelk, roi de Byblos, fils de Yahar-Baal, petit-fils de Uri-Milk, roi de Byblos. Même à cette époque-là, c'est-à-dire au 5e siècle, l'influence égyptienne reste remarquable, comme le montre le bas-relief qui est inspiré de l'iconographie égyptienne. Baalat Goubal, donc Astarté, la déesse de Byblos, est coiffée de la couronne hathorique avec les cornes de vache surmontées d'un disque solaire. Assise sur un siège, elle tient un lotus à la main. Le roi Yahaumelk se tient en face d'elle et lui présente une offrande. Cette image est largement connue en Égypte. Par exemple, ici, vous voyez un papyrus du petit temple d'Abou Simbel représentant Ramsès II, donc du XIIIe siècle, qui offre une lotus à la déesse Hathor. Pour en revenir à l'inscription du roi Yahaumelk, il est regrettable qu'aucun renseignement sur le règne de son grand-père Uri-Milk ne nous soit parvenu. Il en est de même du règne d'Ozibal, connu grâce à l'inscription funéraire de sa mère Batnaham, qui date du IVe siècle. Ce texte montre qu'Ozibal n'a pas, lui non plus, hérité le pouvoir de son père. Ce monument est le dernier qui fournit des informations sur l'histoire politique et religieuse de Byblos. La divinité tutélaire de la ville, dont le culte est célébré par des prêtres, ici le père du roi Ozibal, n'a pas changé avec l'accession de nouveaux rois au pouvoir.
Si l'inscription de Batnaam est la dernière qui nous est parvenue de Byblos, cela ne signifie pas que le royaume s'est éteint durant le IVe siècle. Mais les Phéniciens, malheureusement, écrivaient sur matériaux souples et périssables, comme le papyrus et la peau, que le climat humide de la côte levantine ne permet pas de conserver. Nous pouvons lire le roi Bodashtart, roi des Sidoniens, petit-fils du roi Eshmonazor, roi des Sidoniens, dans Sidon de la mer, Shamim Ramim, terre des Rachapim, Sidon Meshel, voici ce qu'il a bâti. Et dans Sidon de la plaine, ce temple-ci, il a bâti à son dieu, à Eshmoun, le prince saint. Cette inscription donne des informations sur les noms de certains quartiers de la ville, qui d'ailleurs ne peuvent pas être localisés, sauf peut-être Sidon de la Plaine, qui devrait correspondre à Bustan-Sher. C'est de Bustan-Sher que proviennent les fameuses statues dites Temple Boy, datant de l'époque achéménide, et la tribune dite d'Eshmoun, qui date du IIIe siècle, donc de l'époque hellénistique. Au IXe siècle, la fille du roi Itobal de Tyr, Jézabel, épouse le roi israélite Achab. Par ailleurs, les Tyriens sont les acteurs essentiels de l'expansion phénicienne, comme le prouvent des inscriptions trouvées à Chypre et à Malte. L'inscription de Chypre date du 8e siècle. Elle est incisée sur un bol en bronze trouvé dans la région de Limassol. Elle est d'une grande importance parce qu'elle définit les relations entre Tyr et Qarthadasht, donc Carthage. Mais là, je ne parle pas de Carthage de la Tunisie, c'est vraiment la Carthage de Chypre. Parce que à chaque fois, il y a plein de Carthage, qui veut dire nouvelle ville. Et à chaque fois, quand il y avait une nouvelle fondation, on l'appelait Qarthadasht. Donc, l'identification de cette Carthage, donc la Carthage de Chypre, est controversée. Il est probable que ce soit Kition, c'est-à-dire l'actuelle Larnaca. Mais il est clair que cette Carthage était au début, donc au moins au 8e siècle, une colonie tyrienne bien attachée à sa métropole, puisque l'inscription est dédiée au dieu du Liban nommé Baal Lebanon par le gouverneur de Qarthadasht, serviteur de Hiram, roi des Sidoniens. Bon, c'est vrai que c'est marqué roi des Sidoniens, mais souvenez-vous qu'à cette époque-là, Sidon et Tyr étaient un seul royaume. Donc si on appelle Hiram roi des Sidoniens, c'est ipso facto, c'est directement roi des Tyriens aussi. Pour en conclure, comme le Royaume-Uni des Phéniciens n'a jamais existé, les cités-États étaient souvent dominées par de plus grandes puissances. Néanmoins, les Phéniciens étaient capables de garder une certaine autonomie et surtout de conquérir de nouveaux territoires. De toute façon, en payant tribut aux souverains, ils ne se sentaient pas opprimés, mais au contraire, ils s'assuraient la protection du souverain, aussi bien pour leurs cités-États que pour leurs activités commerciales. Je vous remercie. Je vous remercie de votre invitation. Je voudrais vous parler effectivement de ce qu'on appelle l'expansion phénicienne à travers les mers et le bassin méditerranéen particulièrement. À la recherche des matières premières, les Phéniciens ont organisé des expéditions maritimes dès les XIIe et XIe siècles, à la fin du Bronze récent, en poussant leurs explorations jusqu'aux mers de l'Ouest, à mesure que la navigation qui devait suivre à ses débuts surtout l'axe nord-sud s'était par la suite diversifiée. On peut regarder sur la carte, je crois qu'il y a des flèches bleues qui vous montrent la circulation, mais je reviendrai plus dans le détail là-dessus. Leur expansion et la fondation des cités sont liées à la recherche de nouveaux marchés et du besoin de contrôler des routes maritimes menant aux sources d'approvisionnement. De nouvelles villes furent installées sur des îles, des promontoires abrités de vents dominants, à proximité de baies ou à l'embouchure de rivières qui facilitaient l'accès à l'intérieur des terres.
La documentation archéologique a conservé certaines traces de leur passage, de leurs installations, qu'il s'agisse de monnaies éparpillées dans tout le bassin méditerranéen, de jarres phéniciennes ayant servi à transporter le vin et l'huile, ou encore des bijoux et autres pièces d'artisanat. L'art de la navigation constitue l'image de marque des Phéniciens. Entre éloge et critique de l'Odyssée à la Bible, il convient de discerner ce qui est rivalité de ce qui est admiration. Pour le prophète Ézéchiel, par exemple, pour ne citer qu'un des personnages de la Bible, Tyr est comme un navire chargé au cœur des mers, alors que pour l'auteur de l'Odyssée, les Phéniciens sont des marins habiles en même temps que des marchands, retors, sinon même des brigands de haute mer. Mais dans les chantiers navals à Carthage, on construisait aussi des quinquérèmes et des quadrirèmes à capacité plus grande de 300, respectivement 280 hommes, affectés à 4 ou 5 rangs de 30 rames de chaque côté, et pouvant atteindre une vitesse de 5 à 6 nœuds par heure. Ce n'est qu'au 5e siècle que des monnaies frappées dans les cités côtières représentent des navires phéniciens. Avant la conquête d'Alexandre Byblos, là il s'agit de deux monnaies, 2 exemples que je vous montre, un statère de Byblos et un tétradrachme, ainsi qu'à Arados, un statère de Arwad. Ce sont des villes qui ont émis des monnaies au type du navire, puis après la conquête d'Alexandre, à Tyr, je crois qu'il y a une diapo aussi, et Beyrouth. Entre Malte ensuite, une autre colonie de Phéniciens, et Sicile, au sud de la Sardaigne et les îles Baléares, avant de longer, poussés par les vents et les courants, la côte espagnole andalouse et atteindre au nord, par le nord, le détroit de Gibraltar, qu'on traversait de l'est à l'ouest avec une grande difficulté à cause des vents contraires et des courants puissants. Une fois le détroit franchi, on se rendait à Gadès, Tartessos au nord, ou à Lixus, puis Mogador vers le sud. Au retour, on suivait plus facilement les côtes africaines et le Ventina, beaucoup plus praticable en s'arrêtant à Carthage, Malte, Tyr, enfin. Des voyages des Phéniciens, Hérodote en rapporte une circumnavigation de l'Afrique qui dura 3 ans, réalisée à la demande du pharaon Néchao II à la fin du 7e siècle, qui, après avoir creusé le canal allant du Nil à la mer Érythrée, la mer Rouge, a fait passer les Phéniciens par là, avec l'ordre, dit Hérodote, de traverser en revenant par l'Égypte les colonnes de Hercule, donc de contourner toute l'Afrique. Le navigateur carthaginois Hanon, quelque part entre 600 et 530, partit, lui, de Carthage avec une flotte de 60 navires à 50 rameurs, transportant 30 000 marins en faisant voile vers l'Atlantique, traversant les colonnes d'Hercule et en longeant la côte africaine jusqu'au golfe de Guinée, dans le but de fonder de nouvelles colonies en vue des échanges commerciaux. Son périple est décrit dans un manuscrit qui se trouve à Heidelberg, datant du 9e siècle de notre ère, qui prétend être la transcription du texte d'une stèle déposée dans le temple de Cronos, qui n'est autre que Baal Hamon à Carthage, et publiée pour la première fois en 1733. Hanon passa par Lixus, fonda à Cernay, peut-être au Sénégal, longea la côte saharienne et continua jusqu'à la Corne du Sud. Il est impossible de dresser une carte précise de son itinéraire, mais on peut penser qu'il était arrivé à la côte guinéenne et au mont Cameroun. De fait, dans l'îlot de Mogador, des îles purpuraires, en face de la moderne Essaouira, l'on trouva des graphites phéniciens inscrits sur des tessons recueillis en grand nombre à côté de la céramique phénico-chypriote et grecque, qui sont les vestiges d'un comptoir et non d'une simple escale. D'après un autre récit, le périple de Skylax, ou pseudo-Skylax, du nom du navigateur grec du 4e, 3e siècle que mentionne Hérodote, qui aurait exploré pour le compte des Perses la côte de l'océan Indien,
Il décrit la circumnavigation de la Méditerranée en finissant au-delà des colonnes d'Hercule, en Afrique de l'Ouest. Les Phéniciens, prétend-il, y vendaient leurs marchandises contre des peaux de gazelle, des lions, des peaux de lion, de léopard, des défenses d'éléphants et autres dépouilles. Quant aux Phéniciens, eux, ils apportaient des huiles parfumées, des pierres d'Égypte, de la céramique attique, ainsi de suite. Plus modeste, les terres cuites, dont je ne vous présente que 2 exemplaires, comme trouvés dans des tombes, servaient de mobilier funéraire. Une Dea Gravida à gauche, trouvée, je ne sais plus laquelle c'est, Taros peut-être, et un autre objet, voilà, un masque funéraire en or. C'était juste quelques objets pour illustrer l'artisanat dans lequel ont excellé les Phéniciens. Je vous remercie. Après avoir vu qu'il n'y avait pas d'unicité étatique, peut-être des éléments communs dans l'artisanat, le commerce et la navigation, et un dernier élément qui les rend aussi, enfin qui les unit, les Phéniciens, c'est l'alphabet dont va nous parler Madame Regina Snaifet. Bon, simplement, je vous remercie puisque sur le buste de Marianne, il y a 2 lettres qui viennent de chez nous, le R et le F. Le R, qui sait ici qu'est-ce que veut dire le R en phénicien? Le roche, la tête. Et c'est la tête avec le cou, symbole du leadership. Et le F, c'est à l'origine, c'est le vav, le lien. C'est à l'origine de la lettre F, V, W. Alors, RF, République française, veut dire le leadership et le lien. C'est pas mal en explication. Bon, je vais vous raconter, je ne suis pas une historienne, je ne veux pas faire de l'histoire, mais je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de ces 22 lettres qui ont voyagé, comme nous, les Libanais. Et je me dis toujours, peut-être nous sommes cette 23e lettre de l'alphabet, puisqu'on ressemble pas mal à cet alphabet. On a voyagé, comme eux, mais jamais seul. Une lettre qui voyage seule meurt. Elles ont voyagé très solidaires, peut-être moins que nous. Peut-être il faut qu'on le soit un peu plus, les Libanais. Mais elles ont voyagé seules et elles appartiennent au monde entier. Et ces lettres, quand les Phéniciens les ont inventées, on a vu dans les exposés, c'est pour mieux communiquer, tout simplement. On est passé des hiéroglyphes très complexes, réservés uniquement aux scribes, avec une dimension spirituelle, à des signes très simples, apurés, pour communiquer et pour s'ouvrir aux autres. Et la révolution de l'alphabet phénicien est équivalente dans l'accélération des connaissances dans le monde à la révolution de l'imprimerie et à la révolution numérique, sauf que dans le numérique, on maltraite un peu ces lettres puisqu'on les transforme en code binaire, 0-1, qui réduit un peu la pensée, tandis que ces lettres étaient faites pour ouvrir la pensée. La première lettre, l'Aleph, le taureau. Pourquoi le taureau en première lettre? Tournez votre tête, le A, tournez, devient une tête de taureau. Et pourquoi c'est la première lettre? Puisque c'est symbole d'énergie, l'énergie créatrice de ce monde. Puisque ce peuple, premier peuple sédentaire, avait besoin de la force du taureau pour tourner la terre, pour tirer l'eau, et c'était le symbole de la force créatrice, du printemps, du début du monde, et l'énergie créatrice. La deuxième lettre, le B. Tournez votre tête, c'est une maison avec une porte, le bête, bêta, alpha, bêta. Et pourquoi en deuxième lieu? Puisqu'après cette énergie créatrice, on a besoin de s'ancrer, de se stabiliser, on a besoin de se poser. Alors c'est la maison, mais la maison aussi peut enfermer, peut-être une prison.
vient la troisième lettre, le gam, le gamel. C'est la bosse du chameau, c'est le départ. L'alphabet phénicien se termine par la paix, le signe de l'alliance. Quand on l'a transmis aux Grecs, quelle lettre ils ont choisi pour mettre en dernier? Le Z, le signe de la guerre, le Zayn, l'arme. Peut-être il serait plus réaliste, et peut-être les Phéniciens étaient un peuple qui rêvait et qui aimait la rencontre et qui aimait la paix. Et c'est à ce peuple et à cet alphabet que je voudrais ressembler. Merci beaucoup. Ma question toute simple. Quelles sont les preuves que nous, peuple libanais, sommes phéniciens? Et je suis désolée, je veux pas vous choquer. On n'est pas phéniciens. On est un brassage ethnique. C'est comme si un Français qui dit je suis gaulois et mon grand-père est gaulois. On ne connaît rien des Phéniciens, on ne connaît pas leur langue, on n'arrive pas à lire le phénicien. C'est une civilisation qui date de quelques millénaires. C'est notre patrimoine, mais pour dire qu'on est phénicien, je suis désolée. Voilà. Je regrette, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, il y a eu des recherches scientifiques et ADN qui a été retrouvé. Et le professeur Zalloua au Liban, avec le National Geographic, ils ont fait des recherches sur les ADN des Phéniciens dans la Méditerranée. Et ils ont délimité un pourcentage très important de la population. Comment? Un pourcentage dans la Méditerranée, dans différents pays. Ça dépendait de chaque pays différemment. Mais par exemple, en Tunisie, le pourcentage est très élevé. À Malte, il est très élevé. À Chypre aussi. Ça, c'est de une. De deux, les Phéniciens s'appelaient au début Cananéens. Pendant des siècles, c'était des Cananéens. Et à une période, quand ils ont découvert la couleur pourpre, c'est les Grecs qui les ont appelés Phéniciens. Et c'était juste la bande du Liban, de la bande orientale de la Méditerranée plutôt, qui ont eu le nom phénicien, tandis que les autres sont restés cananéens longtemps. Pourquoi phéniciens? À cause de la découverte de la couleur pourpre. Les Phéniciens se teignaient les cheveux, les vêtements, leurs voiles de bateau étaient teintes de la couleur pourpre. Alors les Grecs, les voyant arriver de loin, c'était les rouges, Phénicaux. Ils les ont appelés les Phénicaux. Et c'est comme ça le nom a été phénicien. Mais c'est un peuple qui est cananéen au début, qui a régné longtemps, des millénaires, dans toute la région des pays orientaux de la Méditerranée. Donc, ce n'est pas du tout, n'est pas connu. On a maintenant créé un institut de recherche qui va mettre la lumière sur ces époques et j'espère bientôt vous serez renseignés, très bien renseignés sur les Phéniciens. Donc, pour résumer, ceux qui veulent être phéniciens peuvent faire le test ADN pour découvrir s'ils ont des gènes phéniciens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas de questions, j'ai un commentaire de 30 secondes. Monsieur Gouasgen soulignait à juste titre l'apport des Franco-Libanais au XVIe et aussi à la France. Ce soir, on en a une preuve, Monsieur Gouasgen. Sur les 5 intervenants, il y avait 5 femmes. Nous qui nous battons pour la parité, au Liban, on l'a déjà, mais j'espère qu'on l'aura aussi pour les au hommes, Parlement libanais pour les hommes. et au gouvernement libanais. Et comme le dit Jean Ferrat, la femme est l'avenir de l'homme. Merci. Alors, tout simplement,
que, Madame, vous avez évoqué le génie des transports des Phéniciens, qui étaient les premiers à faire la circumnavigation de l'Afrique. Mais il y a un aspect qui, à mon sens, n'a pas été évoqué, à savoir l'art culinaire que les Phéniciens avaient développé, sachant qu'au presque XXe siècle avant Jésus-Christ, ils vendaient de la glace, de la neige compactée aux Égyptiens, enfin, ou plutôt aux pharaons, qui les ont convertis en charbet, qui est devenu sherbet en anglais, qui est devenu sorbet en français. Est-ce que cet élément de cuisine, si je puis dire, malgré les influences ottomanes, etc., que nous avons eues, est-ce que le Liban, de par sa petite superficie, ou la côte orientale de la Méditerranée, de par sa petite superficie, avec la multiplicité des climats, n'a pas développé plus que les autres pays ou plus que les autres régions une spécificité culinaire, tout simplement? À ma connaissance, ne nous donne pas d'informations là-dessus. Peut-être les médiévisants, donc j'ai compris qu'il y aura des conférences qui vont couvrir voilà, le Moyen-Âge, les temps modernes. Peut-être que là, il y aura davantage de renseignements. Voilà. Alors, une question, sinon on va passer au culinaire. Mais non, on a encore une question. Allons-y. Alors, Bonsoir, monsieur... vous n'avez parlé des Phéniciens qu'à partir du XVe siècle. Je suppose qu'ils existaient avant. Et deuxième question, les Égyptiens venaient protéger Byblos et Tyr. Qui habitait la Palestine? Depuis quand les Hébreux sont en Palestine? Est-ce que les Phéniciens ont habité la Palestine? Alors, en fait, quand on parle de Phéniciens, c'est pour moi, hein, je répète, c'est mon avis. Quand on parle de Phéniciens, c'est vraiment les Phéniciens avec leur écriture. Donc, avant, c'est les Cananéens. Et avant eux, bien sûr, là, j'ai dit que je vais commencer au 2e millénaire. C'est juste parce qu'à cette époque-là, on a vraiment de textes. De textes sur Byblos, Tyr, Sidon. Avant... Il y a à Ebla, il y a quelques textes, mais là, c'est encore... les textes d'Ebla, il y a un problème de lecture et tout, donc on ne peut pas savoir vraiment, au 3e millénaire, de point de vue épigraphique, ce qu'il y avait et ce que c'était. L'archéologie, c'est sûr, hein, et dès le début, j'ai dit que c'était depuis la haute antiquité, ces cités-là étaient habitées. Par contre, pour les peuples voisins, mais bien sûr, mais là je parle que des Phéniciens. Donc après, en Palestine et à Moab, donc tous ces royaumes-là, ils ont utilisé la langue, donc l'écriture phénicienne pour noter leur langue à eux, comme les Araméens. Mais est-ce qu'il y avait vraiment, c'était phénicien? C'est un peu dangereux de le dire comme ça. Donc, pardon? Donc il y avait des Araméens, il y avait des Moabites, il y avait des Édomites, il y avait... Oui. J'aimerais simplement rajouter que les Phéniciens, ce sont les populations qui ont habité les côtes, c'est-à-dire seulement les côtes, qui viennent de la Turquie, Skandaroun, et jusqu'à la Palestine. Donc, ça peut-être faire comprendre que les villes qui ne sont pas sur les côtes n'étaient pas phéniciennes. Et ça, c'est dans l'histoire, on l'a toujours appris, et je pense que la plupart des gens ici le reconnaissent. Bonsoir. Précisez à qui vous adressez votre question. Je m'adresse aux conférenciers. À tous les conférenciers. Tous les conférenciers, je les félicite d'abord, mais aussi j'ai une question complémentaire. J'ai entendu dire que les Phéniciens étaient de très remarquables négociateurs, à très haut niveau, et qu'ils avaient entre autres une technique gagnant-gagnant. Voilà, j'ai lu un livre à ce sujet, et donc je voudrais savoir si vous pourriez en dire quelques mots, parce que c'est un des très grands points forts, à mon avis, des Phéniciens. Jimmy Dakash. Donc, encore une fois, on n'a pas de texte qui le dit, mais c'est connu, en fait. C'est comme
c'était des commerçants habiles, et donc c'est sûrement qu'ils s'étaient... Non, quand même, ils n'étaient pas brigands, faut pas exagérer. Mais c'est sûrement des gens habiles et ils savaient comment faire et comment traiter. Et c'est pourquoi, en fait, ils acceptaient, je pense qu'ils acceptaient la protection. C'est plus accepter la protection pour qu'on puisse travailler mieux tout ce qui est commerce. Il n'y a pas d'identité phénicienne à proprement parler, en tout cas politique et construction, et pas de construction étatique phénicienne. Il y a des points communs, un terreau qu'ils partagent, qui est un terreau de commerce, de navigation et d'artisanat, mais également d'alphabet. Est-ce que cet alphabet a construit une philosophie phénicienne? Ça, on n'en a pas parlé. Peut-être, bien sûr, vous dites Madame Chalabi, évidemment. Donc c'est une construction d'une philosophie dont on n'a pas parlé malheureusement, mais peut-être que c'est... De la communication, bien évidemment, c'est vrai, déjà de la communication. Exactement. Et donc, ces points-là font une identité quand même phénicienne. Il y a une identité phénicienne. On est là, de ce point de vue-là, on a... Ok. L'identité phénicienne, fondée donc sur le commerce, la navigation, l'artisanat, et la philosophie et l'alphabet. Mes amis, merci tous d'être venus ce soir. J'espère que c'était très intéressant. Je voudrais vous rappeler qu'on a 8 conférences sur l'identité libanaise. Je vous donne rendez-vous le 28 mai pour la période médiévale et classique et le 25 juin pour la période ottomane.